il y a deux types de psychologie. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grands courants que moi j'aime bien et qui s'opposent un peu. C'est la psychologie freudienne et la psychologie adlérienne. On parle beaucoup moins d'Adler. La psychologie freudienne, bah oui, tout le monde en a entendu parler. Et quelque part, elle se base sur les traumatismes. Et elle dit ce que vous êtes est la conclusion de tout ce que vous avez vécu auparavant. Et Adler est un peu plus réservé. Et il dit en fait, ce que vous êtes aujourd'hui est lié à vos expériences passées, mais parce qu'en fait, vous prenez l'excuse de vos expériences passées pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et je trouve qu'on est plus proche de la réalité. Tout le monde n'a pas vécu des traumas dans son enfance ou autre. Et si en effet on est traumatisé, Freud a certainement raison. Mais quand on n'est pas traumatisé, on est plus proche d'Adler, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de prendre une excuse. Il y a des gens qui vont perdre leurs parents. Tout le monde va perdre ses parents. Enfin, dans le sens logique des choses, normalement, à un moment, on se retrouve à perdre ses parents. Et il y a des gens qui vont en faire quelque chose qui va les faire grandir. Je crois sincèrement qu'on est enfant tant que nos parents sont là. Il y a une part de nous qui fait qu'on n'est pas totalement adulte tant que nos parents sont là. Mes parents sont toujours là, je ne suis pas en train de souhaiter leur mort, au contraire, mais on sera toujours leurs enfants. Et bah oui. Et un jour, ils disparaissent, et un jour, tu prends un coup de pied aux fesses, tu dis, mais j'ai plus de filet de secours, enfin, c'est à moi d'y être. Et là, je pense que tu deviens définitivement, complètement adulte. Et tu en as d'autres qui ne passent pas ce cap, qui resteront enfants quand même, qui vont s'en plaindre, et qui vont te dire, mais tu sais, depuis que ma mère est disparue, je suis plus la même personne, j'arrive pas à m'en remettre. Bah, c'est pas un traumatisme, c'est quelque chose de normal et naturel. Le traumatisme, c'est quand tu perds un enfant. Mais quand tu perds tes parents, c'est la nature, c'est logique. Et donc, qu'est-ce que tu décides de faire de ça? Est-ce que tu décides d'en faire une excuse pour ce que tu es, ou est-ce que tu décides de te construire par rapport à ça? Et ça, en ça, Adler, je trouvais un peu plus intéressant. Et je prends les exemples extrêmes parce que je trouve souvent les exemples extrêmes intéressants pour le schéma que ça représente. J'ai dit, je m'intéressais beaucoup aux jaloux maladifs, aux complotistes. C'est des extrêmes. Mais les extrêmes permettent de schématiser des choses, de les comprendre, et ensuite d'aller rechercher les choses un peu plus fines. Donc pensez plutôt à Adler, et vous allez avoir beaucoup de situations où vous avez des gens, et c'est quand même le cas de beaucoup de nos situations, de nos collaborateurs. On n'a pas tous des collaborateurs qui ont vécu des choses, encore une fois, traumatisantes, pour garder le terme traumatisante. Mais on a beaucoup de gens autour de nous qui font des montagnes de, je ne vais pas dire pas grand-chose, parce que pour eux, c'est important. Mais c'est là où je refais le lien, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas énorme, mais il faut bien comprendre que pour l'autre, c'est perçu comme quelque chose d'énorme. Et si tu le traites un peu à la légère, j'ai cette anecdote qui date, mais en parlant de ça, c'était un chef d'entreprise qui me dit, un jour je viens et mon assistante, ma assistante de direction est en pleurs. Et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, non, c'est rien, c'est pas, excusez-moi, ça va passer. Je dis, ok. Il fait ce qu'il a à faire, il fait une pause vers 9h30, 10h, il ressort de son bureau, elle est toujours en pleurs, il dit, mais tout va bien? Oui, oui, c'est perso, vous en faites pas, ça va aller. À midi, il ressort de son bureau pour aller manger, elle est toujours en pleurs, il dit, stop, ça suffit, vous venez dans mon bureau, vous me dites ce qui se passe. Et elle dit, bah en fait, mon chien est mort. Oh bah ça va, j'ai cru que c'était quelque chose de grave. Très très maladroit, très très maladroit. Mais c'est la même chose. Enfin, cet exemple, il est anecdotique, mais on en a d'autres des comme ça. Tu as un collaborateur qui rentre et qui dit non, mais aujourd'hui, je suis pas en forme, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, machin, et il t'explique que sa voisine est venue pleurer chez lui jusqu'à 2 heures du matin. Tu as envie de dire, attends, la réunion de ce matin, faut la faire, quoi. C'est pas une excuse. Mais de son point de vue, c'est valable. Rappelez-vous, hein, tous les gens font de leur mieux. Tous les gens font de leur mieux. Ça, c'est vraiment le truc que vous devez garder en tête. Et que, puisqu'ils font de leur mieux, pourquoi ils font ce qu'ils font? Et comment je vais aller chercher, creuser, comprendre son point de vue, pas pour l'accepter, pas pour l'adopter, mais pour justement pouvoir m'adapter à lui. Et là, tu reprends la pyramide et tu t'aperçois que ça soit un truc extrême ou que ça soit quelque chose de lambda, bah, tu vas avoir des choses qui peuvent être franchement similaires. Mais je crois que si je viens sur des choses trop légères, ce qui arrive souvent, c'est que les gens me disent, non mais attends, tu peux pas, mon voisin qui a une voisine qui lui pose problème, c'est pas une vraie cause de problème au quotidien qui va justifier qu'il n'arrive pas à bosser. Ben, peut-être si. En fait, si. Comme je vous disais, généralement, je fais de moins en moins de formations. Je prends plaisir avec vous, mais c'est vrai que je fais plus de formation parce que vous le vivez bien, hein. 5 jours de formation, vous prenez plein d'infos plein la tête, mais c'est la mise en pratique qui est compliquée. Donc ça va, on a volontairement étalé pour que justement on puisse avoir un petit peu de situations qu'on a pu vivre et pour les ramener dans la formation. Mais ce que je fais comme formation généralement, c'est que toute la partie théorique, je la donne sous forme de vidéo. Et ensuite, c'est des coachings de 2 heures
souvent en distanciel la plupart du temps, tous les 15 jours. Et ce qui fait que je passe 2 heures avec les gens tous les 15 jours pendant 3 mois. Et en 3 mois, tu changes des choses, tu mets des choses en place. Ce que je dis et ce que je répète et ce que je répéterai encore, personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité. Même sur des choses simplistes comme la diététique. La diététique, il y a je sais pas combien il y a de régimes qui existent, d'accord? Chacun a sa mode, son machin, son truc. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu commences à te connaître, tu vas piocher dans tout ce qui peut te plaire, trouver ce qui te convient à toi, et ça va marcher un temps, parce que avant 30 ans, après 30, 40, 50, bah, ça joue aussi. Il y a ces évolutions-là. Donc, il n'y a pas de vérité absolue du début à la fin. Et j'insiste bien là-dessus. Quelqu'un qui vous dit j'ai la vérité, c'est un gourou. Et je suis pas sûr qu'il l'ait. Par contre, il va chercher à te convaincre. Et il faut pas. Euh, Quand tu prends un coach sportif, moi j'invite souvent à prendre un coach pendant 1 an, 2 ans. Et même si tu t'entends bien que tu as tes habitudes, change de coach. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur quelqu'un qui aura une autre approche, une autre perception, qui va te faire d'autres exercices. Quelqu'un qui a son même psy pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, généralement il progresse plus. Prends-toi un psy, garde-le 1 an, 2 ans, 3 ans max et change. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Et qu'on essaye, et là par contre, ça encore une fois c'est un défaut humain, on essaie de tout faire passer par notre vision, notre filtre, notre perception. Ça c'est très normal et très naturel. Mais si je suis psy et que j'accompagne quelqu'un, je vais tout faire passer par mon prisme, mon école, les bouquins que j'ai lus. Mais t'en as lu 5 très intéressants, t'as pas lu les 5 autres qui disent le contraire peut-être. Donc t'as qu'une vision partielle des choses. Il n'y a pas de vérité absolue. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup, les vérités sont temporaires. On a une société qui bouge beaucoup. Il y a des vérités, elles sont temporaires. Vous allez lire un bouquin, ce bouquin va faire évoluer votre mode de pensée, il est probablement vrai. Et en plus, le bouquin, sur tout le bouquin, vous allez... Euh, non, je vais pas commencer par là, on n'aura pas le temps. Mais souvent, je fais le jeu du téléphone arabe. J'ai un texte, je fais sortir tout le monde. Le premier lit le texte, puis ensuite on transmet aux autres pour analyser pourquoi, comment ça se passe. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va retenir ce qui nous parle et on transmet ce qu'on a retenu. Et ce qui ne nous parle pas. Et dans le texte que j'ai, c'est un légionnaire qui déserte, qui quitte la Corse, qui retourne dans son Périgord, etc. Si tu as vécu en Corse, si tu as été en vacances, la Corse, tu t'en rappelles. Si ça te parle pas, il zappe tout de suite. Donc je vais lire un livre, et dans ce livre, je ne vais retenir que ce qui résonne, ce qui me parle. Vous regardez un film, le film, vous adorez ce film, et à la fin, il y a la clé qui fait que, ah ouais, j'ai tout compris. Tu revois le film, tu le vois plus pareil. Ça devient ton film préféré, tu l'as vu 10 fois, et ceux qui sont les plus passionnés par un film disent, après 10 fois, je découvre encore des choses. Parce que justement, on se rajoute des éléments. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des vérités temporaires. Et encore en vérité temporaire parce qu'on a échangé, parce qu'on a travaillé. Donc, complètement d'accord, tout ce que je vous raconte, c'est mon point de vue. Je ne suis là que pour vous, ça manque d'humilité, mais vous enrichir de mon point de vue. Prenez ce que je vous raconte, ajoutez-le à votre vision des choses. Et ça doit être le cas. Il y a une phrase qui dit la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie avec S, c'est la vie VIE. D'accord? Parce que quand quelqu'un vous donne son avis, c'est qu'il partage sa vision de ce qu'il a vécu lui. C'est pas une vérité. Il vous donne son avis. Est-ce que pour autant vous devez en faire votre réalité? C'est pas sûr. Mais par contre, vous devez l'entendre, vous devez l'écouter pour la rajouter dans votre base de données, en fait. Remplissez votre disque dur d'informations et choisissez ce que vous décidez de prendre, de mettre de côté, mais ce que vous mettez de côté a une vérité. Mais ne prenez jamais la vérité de quelqu'un. Vous lisez un bouquin, ce bouquin il est juste génial, il vous ouvre les yeux, super. C'est une vérité. J'insiste beaucoup. Et pour revenir sur le management, j'ai tellement de situations où les gens me disent mon manager m'a dit. Mon manager m'a dit de faire comme ça, mon manager m'a dit de pas faire comme ça. Bah, c'est un manager, il est en place depuis longtemps, il doit savoir. Non, votre manager, il a une vérité. Et ce qui est certain aujourd'hui, et là, moi je vous le dis en tant qu'expert, c'est que la vérité de votre manager qui est en poste depuis plus que 5 ou 10 ans, elle est dépassée. Tout manager qui a commencé à être manager avant le Covid, il est plus à jour. Ses croyances ne sont plus bonnes. Parce que même pour les générations, on a eu une période où on a eu 5 générations différentes dans l'entreprise. 5 générations différentes.
Les managers, les plus anciens, étaient très bons avec les 2 ou 3 plus anciennes, avaient du mal avec les dernières. Aujourd'hui, les plus anciennes ont disparu, les baby boomers, il n'y en a plus. Les baby boomers, ils sont tous à la retraite. Donc, c'est que les générations les plus récentes qu'il y a, et elles sont en nombre croissant. Et beaucoup de managers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas à faire évoluer leur management. Ils vous disent, je t'explique, qu'est-ce que j'applique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça fonctionne. Non, ça fonctionnait. On a beaucoup parlé la dernière fois de la compétence technique qui nous rassure. Quelque part, quand on est manager, on a aussi des choses comme ça. On a des process, on a des habitudes, on a des rituels. Est-ce qu'on les a fait évoluer? Moi, je travaille beaucoup avec des managers aujourd'hui qui ont subi l'arrivée du télétravail. Ça reste très récent. Vous baignez dedans, c'est normal. On a de plus en plus de gens maintenant qui, quand ils commencent, aujourd'hui, vous avez des gens, quand ils commencent, la première question qu'ils demandent, c'est quoi la politique de télétravail de l'entreprise? C'est une question qui n'existait pas il y a 3 ans. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas une politique claire et vous n'avez pas au moins une journée ou 2 jours par mois, enfin, il n'y a pas un truc carré, bah, généralement, c'est la personne qui, on vous rappellera. Non, mais c'est moi qui dis, je vous rappellerai. Non, non. Et on perd les candidats. Donc, les choses, il y a vraiment un avant et un après Covid, et les choses se sont accélérées après le Covid. Donc, par rapport à tout ce que, enfin, n'hésitez pas. Alors, vous avez l'accès à ces vidéos-là. Elles ne sont pas secrètes, d'accord? Ça fait partie de la formation que je vends. Les diffusez pas en gros, mais si vous voulez donner le lien à l'une ou l'autre personne, faites-le. C'est pas, il y a 42 vidéos. Je pense que si on regarde une vidéo, ça peut donner une idée, mais ça remplacera pas. La vraie richesse, c'est les échanges. C'est quand je suis en face, c'est quand vous m'amenez des cas, c'est quand on peut travailler dessus. Mais n'hésitez pas. Mais par contre, vous prenez peut-être le temps de les revoir dans 1 mois, 2 mois, comme on disait, les revoir de toi, hein, voilà. Mais les revoir dans 1 mois ou 2 mois, ça peut être intéressant. Pas tout en une fois, regardez-les par petits morceaux. Et gardez qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc complètement d'accord avec ce que vous dites. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mes vidéos, bien au contraire. Et c'est à travers, encore une fois, l'échange qu'on va plutôt faire avancer les choses et trouver le juste milieu. Pas le compromis, hein, le juste milieu. Les meilleures solutions sont les solutions qui sont construites par les 2 parties. Je vous rappelle que je suis contre les compromis parce que les compromis font des gens déçus des 2 côtés. Quand on négocie un prix et que l'autre fait un effort par rapport au budget qu'il avait et que vous faites un effort sur votre prix, vous avez quelqu'un qui est déçu parce que c'est trop cher, puis un qui est déçu parce que ça lui rapporte pas assez. Ouais, ouais. Ou tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Et tôt ou tard, ben ça marche pas. C'est comment on fait pour s'en sortir par le haut. Comment on fait pour respecter la position des uns et des autres. Beaucoup plus complexe. Mais c'est pour ça que je ne suis pas pour les compromis. Un compromis existe, mais il ne peut être que temporaire. Si on n'a pas un compromis temporaire, généralement, ça va casser par ce point-là. Une règle, une habitude, il faut que ça devienne quelque chose qui est accepté, qui est pris par les deux. Je dis souvent, un couple, ton conjoint, il joue de la guitare, c'était mignon au début, ça devient saoulant, quoi. Et tu fais avec. Puis le compromis, c'est que je laisse faire. Sauf que c'est ce qui va sortir le jour du divorce. Hein. C'est que la guitare, t'en peux plus. Et puis c'est à côté. Voilà, voilà. La négociation ne devrait pas déboucher sur un compromis. Le compromis, pour moi, c'est la solution facile. Le compromis, c'est on fait un entre-deux. On coupe la poire en deux. Et de fait, ben, on n'a que 2 moitiés. Une bonne négociation commence par un non. Oui. Après, un compromis souvent commence par oui. Une vraie négociation. Il y a un bon bouquin, alors je retrouverai le titre à la pause, Négociateur du GIGN. Quand tu négocies avec des otages, t'as pas d'entre-deux. C'est pas garder la moitié, donner l'autre. Là encore, c'est un cas extrême. Justement, je crois pas. Enfin, j'insiste. Quand on parle de compromis, on arrive à ce côté, c'est bon, on fait un entre-deux. Et je te dis non, basez-vous sur le GIGN, enfin le GIGN ou autre, c'est de dire, il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux, c'est je dois récupérer l'ensemble des otages, point. Et un bon négociateur, c'est pas quelqu'un qui vient avec une marge, c'est quelqu'un qui vient avec une stratégie. Si j'ai une marge, j'ai le droit de descendre dans ma marge. Si j'ai une stratégie, c'est comment j'impose mon point de vue, mon idée, sans avoir à baisser ma marge. Le compromis dans le couple, il doit être temporaire. Il est normal qu'on fasse des compromis.
Je suis célibataire, je vis seul, ma compagne vit seule, on se met ensemble, il va falloir faire des compromis. C'est logique, c'est normal. On peut pas tous les deux, c'est impossible de tous les deux garder nos habitudes. C'est impossible. Donc on va faire des compromis. Mais normalement, et là je renvoie sur les vidéos, normalement, si j'ai un retour positif sur mes efforts, c'est plus un compromis. Je fais un effort pour l'autre, l'autre me le rend bien, j'ai la reconnaissance de l'autre qui me dit « j'apprécie tes efforts, je sais que tu fais ça pour moi, ça me fait plaisir, ça me touche, c'est sincère, je le sens », ça devient une nouvelle habitude, parce que je prends plaisir à le faire. Tu parles des barils alors, du coup, qui se reflètent avec la... Aussi, en fait c'est vraiment un tout, hein. C'est vraiment un tout. Hein. Mais oui, si je fais quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose qui plaît à la personne qui me plaît, alors que ce soit un parent, mais que ce soit mon manager ou autre, quand je fais quelque chose et je sais que ça plaît à mon manager et que j'ai le retour positif, ça va augmenter la quantité dans le baril confiance. Et comme ça augmente la quantité dans le baril confiance, ça apporte de l'énergie. Et cette énergie, quelque part, elle me porte, elle me motive. Et ça me fait plaisir de faire. Je ne fais plus par obligation, je fais par plaisir. Ça n'a rien à voir. Par obligation, c'est le compromis. Si par contre, j'ai pas le retour que j'attends et que c'est que des efforts, que des efforts, que des efforts, qu'est-ce qui se passe quand on fait que des efforts? Ça vous coûte cher. Et à un moment, on baisse les bras. Et c'est en ça où je suis pas pour le compromis de manière indéfinie. Ça doit devenir une règle qu'on accepte ou qu'on refuse. Ça doit devenir une nouvelle habitude qu'on accepte. Mais le compromis, quand j'entends des couples qui disent « Ah ben tu sais, le couple, ça fonctionne parce qu'on fait des compromis », tu peux pas tout le temps dépenser de ton énergie. Tu dois avoir des rentrées d'énergie. Les gens les plus heureux sont ceux qui ne font aucun effort dans leur couple. Ça peut paraître idyllique, ça peut paraître utopiste. Mais imagine, tu es en couple et tu ne fais aucun effort. Tout ce que tu fais est normal, tu es sur la même longueur d'onde. C'est le pied, c'est génial. Alors, exactement. Si on est vraiment sur le truc idyllique, il n'y a vraiment aucun effort des deux côtés. Ah oui, oui. Voilà, ça c'est top de top. Voilà. Mais c'est rarement le cas. Oui. C'est rarement le cas. Et comme c'est rarement le cas, il y a des efforts. Ces efforts vont nous coûter de l'énergie. Tant que j'ai un équilibre entre ce que ça me coûte et ce que la relation m'apporte, ça va, ça passe. C'est quand l'équilibre commence à plus être bon, et souvent plus d'un côté que de l'autre, que ça va rompre, souvent plus d'un côté. Il y en a toujours un qui prend la décision, c'est pas par hasard. C'est rare qu'on ait une rupture spontanée, symétrique des deux côtés. Il y en a un qui prend la décision parce qu'il n'en peut plus, puis l'autre c'est une libération peut-être pour lui, mais il subit quand même. Mais généralement c'est ce déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est parce qu'il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, et que ça lui pèse plus, et il n'a pas les retours qu'il peut attendre par rapport à ça. Et dans la relation managériale, c'est exactement la même chose. On va avoir exactement la même chose. Quand j'ai un collaborateur qui fait ce que je lui demande et que moi je lui apporte pas l'énergie, la reconnaissance, le retour, parce que c'est normal, attends, il fait son boulot, il est payé pour. Et que j'ai quelqu'un qui fait des efforts en permanence, si à un moment il n'a pas autant d'énergie en retour qui compense les efforts que lui il fait, vous allez voir apparaître les signes de démotivation. Vous allez voir comment quelqu'un commence à arriver en retard, à plus dire bonjour, à traîner, à montrer que quelque chose ne va pas, et c'est parti. C'est la reconnaissance est vraiment le moteur premier, et ça, je vous dis, les choses ont changé en 40 ans, les choses ont évolué depuis 40 ans, les choses ont accéléré depuis le Covid, sauf que les mécaniques que je vous explique sont les mêmes. Les mécaniques sont les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, il y a 30-40 ans, même pas aussi loin, hein, il y a 25 ans, être au chômage, c'était la honte. Aujourd'hui, quand tu vas avoir une période de chômage, qu'est-ce que la plupart des gens te disent? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord prendre un mois pour moi. Et tout le monde dit, oui, t'as raison. Mais la mécanique est la même. Parce que dans un cas, je ne veux pas me mettre au chômage, je veux pas que ça sache à cause du regard des autres. Et aujourd'hui, le regard des autres tolère tout à fait que je prenne 1 mois, 2 mois, voire un peu plus s'il faut. C'est le regard des autres. C'est pour ça, quand je disais, je crois qu'il n'y a pas de vraie différence générationnelle. Il y a des différences de culture. Quelqu'un qui est né il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, il y a 5 ans, qui naît aujourd'hui, ne vit pas dans les mêmes mondes. Parce qu'on a des cultures qui vont être différentes. Et quand vous grandissez dans ces cultures-là, vous comprenez le monde différemment, tout simplement. Quelqu'un qui est né sans Internet et quelqu'un qui a toujours connu les réseaux sociaux, aujourd'hui, les nouvelles générations
sont des gens qui ont toujours baigné dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de leur mode de relation humaine. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Ça permet de rentrer en contact avec des gens à l'autre bout du monde. Ça permet de rester en contact avec des gens qui ne sont géographiquement pas là. Mais ça permet pas aussi de se réunir à 5, à 10, à 15, à 20 autour de moments où on est physiquement présent. Quand vous avez des gens où on compte la valeur de la personne au nombre d'amis qu'il a sur les réseaux. Si vous avez des vrais amis, vous en avez combien? Des vrais amis. Ouais, voilà. Une main, deux mains. C'est 5, 10. Quand tu as 10 amis déjà, t'as pas le temps de les voir tous régulièrement. Hein, voilà, déjà 3, c'est chaud. Voilà. Donc, sur la réalité de l'amitié, c'est ça, c'est 5, 10 personnes max. Et à côté de ça, tu vas avoir des gens où on mesure on leur donne. Vous connaissez l'effet de halo? C'est un des biais du cerveau, c'est-à-dire qu'on va on va surestimer la valeur de quelqu'un par rapport et ses qualités par rapport à une qualité, un critère. Et donc, quelqu'un qui a 1 million de followers, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Ça, c'est l'effet de halo. On va estimer la personne par son titre, par la taille de sa voiture ou n'importe, et on va surestimer les valeurs, les qualités de cette personne par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui a 1 million d'amis, j'ai du mal à comprendre le principe, quoi. C'est pas des amis, c'est pas possible. Mais sauf que quand tu nais dans ce système-là, quand tu penses que la réussite, c'est d'avoir énormément de gens qui te suivent sur les réseaux, ça comme référentiel, comme normalité, ça me fait un schéma de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Et c'est ça la difficulté. On a une différence de culture, pas une différence de génération. Je pense qu'il faut l'appréhender comme ça parce que vous allez être amené à avoir des gens avec des cultures différentes. Et comme je dis toujours, hein, vous allez travailler avec quelqu'un qui vient d'Allemagne, du Japon, du Costa Rica ou je ne sais quoi, vous allez vous intéresser à sa culture. Déjà, très bon exemple. Je disais avant souvent, la ponctualité est la même partout en France. Rien que ça. Donc, entre Strasbourg et Marseille, j'ai vécu à Marseille, la ponctualité n'est pas la même. Donc, quand vous voyez des différences dans le même pays, sur une distance qui n'est pas si énorme, quand il y a des gens qui disent les Américains, c'est compliqué de dire les Américains. Quand on dit les Européens, nous tous, on dit bah non, mais attends, tu peux pas. Enfin, on est tous Européens, d'accord, mais la culture de tous les Européens, elle n'est pas la même. Bah, c'est un peu pareil avec les Américains. Hein. En fonction de l'endroit où tu as vécu, c'est énorme. Et ça, on le comprend très bien. Et ben là, une des difficultés liées aux générations, c'est qu'on a plus de mal à comprendre que quelqu'un qui est né dans la même ville, qui a grandi dans la même ville, qui a fréquenté la même école que moi, il soit si différent de moi. Et quand on ne cherche pas à comprendre l'autre, on le juge. Il est né dans la même ville, il a vécu, il a même eu la même prof que moi, dans la même école que moi, c'est pas normal qu'il soit pas comme moi, je juge. Plutôt que de me dire pourquoi en étant dans ces mêmes conditions, il est si différent. Si vous cherchez à comprendre le pourquoi, vous allez gagner énormément de temps. Il faut vous intéresser au pourquoi des choses. Les gens ont toujours une bonne raison de faire ce qu'ils font. Intéressez-vous à pourquoi ils le font, parce qu'ils ont une bonne raison. À partir de là, vous arriverez à faire du lien. Si vous ne vous y intéressez pas, automatiquement, vous allez le juger. Et si vous jugez, vous créez de la distance. Et si vous créez de la distance, ça ne marchera pas. Vous travaillez avec un collaborateur. Vous travaillez avec ce collaborateur, vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans avec. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais peut-être ça se passe bien parce que depuis 3 ans, vous faites ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et ça se passe vraiment bien. Et quand vous allez le confier à quelqu'un d'autre, vous allez dire, bah, tu vois, c'est super, c'est un super collaborateur. Et l'autre revient 2 mois après en disant, c'est qui cette tête de con, quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné là? Ben non, mais c'est pas la morale. Je vous dis, il y a autant de management qu'il y a de relations manager-manager. Les combinaisons sont différentes. Avec mon associé, on a pris l'habitude d'aller voir séparément les nouveaux clients, parce on s'emballe tous les deux sur les nouveaux clients. On voit comment on peut les aider. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que très souvent, avec les responsables de sociétés alsaciennes, ben, ils me parlent plus à moi qu'à elles. Donc elles posent des questions, c'est à moi qui réponds.
Alors elle, ça la rend folle. De fait, on perd le rendez-vous, enfin, c'est tout pourri. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être un homme, d'être une femme, le fait d'avoir 30 ans ou d'en avoir 50, le fait d'arriver dans l'entreprise, d'être là depuis 30 ans, vous recevez 2 millions d'informations à la seconde au niveau du cerveau. Vous recevez 2 millions d'informations à la seconde. Le contact de la chaise avec votre fesse droite. Pas tôt. Avant que je vous en parle, vous étiez assis sur la chaise, mais vous n'étiez pas conscient du contact de la chaise avec votre fesse droite. Là, vous êtes en train de sentir votre fesse et de penser à ça. L'information, elle était déjà là. On traite 7 à 8 informations à la seconde. On en reçoit 2 millions, on en traite de manière consciente 7 à 8 à la seconde. C'est-à-dire que le cerveau choisit qu'est-ce qu'il va mettre dans la partie émergée de l'iceberg ou pas. Le truc que je veux dire, c'est que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Première fois. C'est quelqu'un qui a pris le rendez-vous pour vous. Vous arrivez à l'agence, la personne vient vers vous. Vous allez l'accueillir. Que vous le vouliez ou non, vous allez la scanner de la tête aux pieds, vous allez vous faire une idée sur la personne. La manière dont elle est habillée, dont elle se tient, son regard, son machin. Et vous allez avoir automatiquement un a priori sur la personne. Elle n'a pas encore parlé, vous ne lui avez pas encore serré la main. Et le problème, un des problèmes, c'est que votre cerveau cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. C'est toute la difficulté de tout ce qu'on raconte là, c'est qu'on a des croyances qui nous rassurent, on en a besoin. Hein. Si vous doutiez de tout, imaginez que vous doutez de tout. C'est-à-dire que le matin, quand vous prenez la voiture, vous allez vérifier le mode d'emploi. Vous allez vérifier l'itinéraire. Si on doutait de tout, on ne s'en sortirait pas. Donc, on a un excès de confiance pour pouvoir avancer plus vite. Mais ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'on s'est fait un a priori sur la personne, ça devient une vérité. Et donc, je vais chercher à vérifier la vérité de ma perception. Ah, lui, je ne le sens pas. Ta relation, elle va être abîmée de cette croyance. Ça marche dans l'autre sens. Hein. Tu crois que il me plaît bien, on m'en a parlé en bien, ou le contact est bien passé par téléphone. Tu rencontres la personne, ça commence bien. La même personne, ce jour-là, était de mauvais poil, et puis tu as mal parlé au téléphone, tu n'as pas aimé le ton de sa voix, la manière dont il a raccroché. Tu as dit au revoir, boum, il avait raccroché avant, il n'a pas dit au revoir, il a zappé. Tu sais pas s'il était en train de faire autre chose, quelqu'un est rentré dans son bureau. Mais toi, tu dis, putain, c'est qui ce mec? Quand il arrive, ton attitude et ton non-verbal parlent pour toi. Parce que ce qui va se passer derrière, c'est que vous avez une connexion directe entre ce que vous pensez et ce que vous allez montrer. La communication non verbale, ça vous parle On estime que 65% de la communication passe par le non verbal. Limite, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le dis. Les politiciens le savent bien et travaillent énormément sur le sujet. C'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Vous regardez, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais vous regardez les débats politiques. Le débat, c'était le nom de la place en Grèce où on venait présenter ses idées. La place du débat, c'est la place où tu venais présenter tes idées. Tu viens présenter tes idées et les gens qui écoutent repartent avec ou pas. Point. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, un débat, c'est un bras de fer. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on entend le lendemain? Alors, selon vous, qui a gagné le débat? Et quand vous écoutez, quand on vous dit sur quoi tu te bases pour dire qui a gagné, ah ben moi je préfère, t'as vu comment il l'a mouché. Ah ben t'as vu comment il lui a répondu. Ah ben t'as vu, il s'est pas laissé faire. Les idées. Quelle idée il a défendu? Quelle idée t'a plu dans ce qu'il a dit? Ah, j'ai pas vraiment écouté. C'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est la manière dont il l'a dit. 65% de votre communication, de votre aplomb, de votre façon d'être, va passer par votre attitude. Et si votre attitude, elle est plombée de votre croyance, ça va jouer sur votre entretien. Vous faites l'entretien annuel. Vous faites l'entretien annuel, et cet entretien annuel, vous avez un a priori négatif. Au moment où vous passez la porte, ça se voit déjà. Vous avez remonté les manches, vous êtes prêt à attaquer, on va rentrer dans le vif, on va traiter les choses, quoi. Si c'est un entretien où vous savez que ça va bien se passer parce que vous êtes plutôt content du collaborateur et que vous entendez bien avec lui, c'est la même situation, c'est le même contexte, c'est le même jour, c'est la même durée, c'est le même programme. Il va déjà pas démarrer de la même manière. Donc oui, il faut être conscient de tout ça, oui, il faut prendre de la hauteur, mais je veux juste souligner à quel point c'est pas évident. Mon dentiste disait quand tu as mal à une dent, le monde passe par ta dent.
On sous-estime le poids de notre voix intérieure. Je sais, alors je fais autant que possible attention à ça, mais je sais que parfois dans ce que je vous dis, vous ne m'écoutez pas. Et pourquoi vous ne m'écoutez pas? Alors je ne le prends pas du tout mal, c'est que parfois j'ai dit quelque chose qui est tellement vrai, qui résonne tellement, qu'à ce moment-là, tu rentres dans un discours interne, tu penses à ta situation, au cas, et pendant ce temps-là, tu n'écoutes plus. Et donc, on rate quelque chose automatiquement. Et encore une fois, et si je le vois, je suis en face à face avec quelqu'un et je vois que la personne, dans son regard, elle vient de décrocher. Encore une fois, soit je peux dire, il se fout de moi en fait. On est en train de bosser, il est en train de décrocher, il m'écoute pas, c'est de la provoque. Ou je peux me dire, qu'est-ce que je viens de dire qui l'a fait décrocher? Ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui l'a fait décrocher? Mais encore une fois, est-ce que j'ai le recul, la sérénité, la forme physique générale pour avoir tout ça? C'est pour ça, rappelez-vous, je vous dis, deux certitudes, il n'y a pas de hasard dans les relations humaines, il n'y a que des causes et des conséquences. Et rappelez-vous, les relations humaines ne sont jamais définitives. J'insiste sur le deuxième point, parce que vous faites un entretien que vous ratez, vous dites quelque chose à quelqu'un, il le prend mal, c'est pas définitif. On a un peu trop tendance à dire, ah ouais, mais ça y est, c'est mort. Je lui ai dit un truc, il s'est vexé, j'ose plus aller le voir, et tu casses la relation, et c'est foutu. Ben non, va le voir. Qu'est-ce qui empêche de dire, je suis vraiment sincèrement désolé, je vois comment tu as réagi, c'est pas ce que je souhaitais, c'est pas ce que je voulais, excuse-moi. Ah mais ça fait 1 mois et demi et je peux pas y aller maintenant. Pourquoi? Ah, ça fait trop long. Ça me pas répondu à ma question. Pourquoi? Ce que je veux souligner, c'est qu'on a vraiment plein de réflexes, plein d'exemples qu'on nous a donnés. Et si on réfléchit un peu, bah, c'est du bon sens. Ils sont plus bons, quoi. Ils sont pas justes. Mais prendre la hauteur, prendre le recul, prendre un petit peu de réflexion. En fait, le sujet, aux États-Unis, le développement personnel est en train d'exploser. Exploser. Ça se compte en milliards le chiffre d'affaires. Et je crois qu'il va faire x10 là, dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que c'est pas une question de technique. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes toi. Tu veux que ton monde change, ben change les choses que tu fais qui t'ont amené dans la situation que tu as aujourd'hui. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, il n'y a aucune raison que les choses changent. Donc le vrai changement, il doit commencer par moi. Et c'est pas facile par rapport à tout ce qu'on a dit. On veut du résultat, on veut du chiffre, on veut aller vite, on veut répondre, on veut faire plaisir, tout ce qu'on a raconté. Comment je fais pour prendre du recul, de la hauteur, réfléchir sur comment je fais les choses, pourquoi je fais les choses, et ensuite comment je fais les choses, et que je compare avec ce que je ferais habituellement. Rien que se poser la question, très souvent, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, dans votre travail, régulièrement, mettez-vous un timer, mettez-vous un déclencheur, n'importe, qui fait qu'à un moment, vous arrêtez juste pour vous dire, ce que je fais là, est-ce que c'est à moi de le faire? Je le fais avec des chefs d'entreprise parce que très, très, très souvent, ils font quelque chose par automatisme parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que plein de choses, parce qu'on leur a demandé. Est-ce que c'est à toi de le faire? Est-ce que tu as décidé de le faire ou c'est que quelqu'un t'a demandé de le faire? C'est deux choses séparées. Et ils se rendent compte que souvent, ils font des choses où ils n'ont pas de valeur ajoutée, donc ça coûte de l'argent à l'entreprise, parce que quelqu'un leur a demandé de le faire. Mais ils n'ont pas vraiment pris le temps de réfléchir si quelqu'un d'autre pouvait le faire. Si la personne qui a demandé ne pourrait pas le faire elle-même, et si ce n'est pas une question de formation. Mais souvent, on va travailler par automatisme, par habitude, plus que par réflexion. Si vous ne prenez pas cette hauteur, ce moment de réflexion, ce n'est pas vos collaborateurs qui le feront. Vos collaborateurs, ils sont dans l'automatisme, ils sont dans le quotidien, ils sont dans l'application. Et c'est à vous de les faire grandir. Si vous voulez les faire grandir, il faut que vous-même, vous ayez une hauteur par rapport à la situation. Sinon, on retombe dans le rôle du chef qui sait faire, qui fait à la place, qui fait à côté, et qui se rassure par sa capacité technique à faire. Néanmoins, je crois que, pour l'instant encore, c'est en train de changer, mais pour l'instant, on est dans un schéma généralement où les collaborateurs attendent que tu donnes l'autorisation de grandir. Très, très, très souvent, quand tu rentres dans une entreprise, alors, je vous disais, l'être humain est capable de s'adapter dans un environnement nouveau de manière extraordinaire, même s'il est capable, il a beaucoup de difficultés à changer ses habitudes dans un environnement qui est le même. Donc, environnement nouveau, situation nouvelle,
Le premier réflexe, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, son cerveau, il s'ouvre. Tu arrives dans une nouvelle entreprise et là, tu viens écouter ce qu'on attend de toi. Encore une fois, je renvoie au besoin de reconnaissance. Comme j'ai ce besoin de reconnaissance, quand j'arrive dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la reconnaissance qu'on attend de moi? Et donc, le cerveau, il s'ouvre. Si à ce moment-là, je suis trop directif, le message que je reçois, c'est je dois faire ce qu'on me dit de faire. Et je peux avoir quelqu'un qui est relativement autonome, qui va dire non, mais dans cette entreprise, mon autonomie, je la garde pour mon activité extra-professionnelle, associatif, parce que dans l'entreprise là, on ne me demande pas mon avis, on me demande de faire. Les ordinateurs les plus puissants, alors c'est en train de bouger, mais les ordinateurs les plus puissants, pendant longtemps, étaient ceux qui s'occupaient de la météo. Parce que la météo prend beaucoup d'éléments. J'avais travaillé un tout petit peu avec des gars de la météo, et les gars me disaient qu'en fonction de la période et des récoltes, ça pouvait avoir un impact. C'est-à-dire que tu as des champs qui sont tellement grands que quand il est sur pied ou quand il est coupé, la réverbération du soleil peut avoir un impact sur la météo du village d'à côté. Parce qu'en fonction, s'il a récupéré plus ou moins de chaleur. Voilà. Et ça, il me disait, ces paramètres-là, on arrive à en prendre une partie, mais même pas tout. Les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour prendre tous les paramètres en compte de l'évaporation de l'eau, de je ne sais pas quoi, etc. À la limite, quelques heures, quelques jours, Ouais. mais Et encore, c'est en train beaucoup de bouger parce que justement, les modèles sont en train de beaucoup de changer. Il y a des paramètres qui rentrent en jeu. c'est tellement de probabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que rentrer autant d'informations que ce que nous, je veux dire, on reçoit 2 millions d'informations à la seconde. Un ordinateur qui serait capable de travailler tout ça, c'est compliqué. Donc je prends des exemples schématiques, je prends des exemples sortis de leur cadre pour en analyser un l'un après l'autre, sauf que, encore une fois, je vais analyser la situation de mon collaborateur lundi matin dans un cas particulier, mais cette situation que je vous donne à un moment donné, elle peut être différente le lundi suivant, parce que vous n'êtes pas dans le même état, et les paramètres viennent de changer. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. En fonction que tu as mal au dos, que tu n'as pas mal au dos, tu n'es pas la même personne, donc tu vas interagir différemment avec tes équipes. Et c'est ça qui fait toute la complexité. Il faut comprendre les grandes mécaniques. Alors encore une fois, la reconnaissance, c'est vraiment la recherche de reconnaissance, c'est vraiment un levier très très puissant, très important. Et je crois que c'est encore une fois fortement ancré en nous. Mais il y a énormément de paramètres. Donc je schématise et c'est probablement ça qui donne cette impression que j'infantilise parce que je simplifie au maximum. Parce que si on voulait prendre tout en même temps, c'est compliqué. Et encore, je vous dis, vous connaissez la méthode DISC, la méthode des couleurs. La méthode des couleurs, elle segmente en quatre grandes catégories. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On ne peut pas mettre les gens dans 4 cases. Et puis, si tu me les mets dans 4 cases, bah, tu recoupes avec d'autres cases. Moi, je veux bien que tu prennes la méthode DISC. Mais si tu prends la méthode DISC, tu dois tenir compte de son signe astrologique, avec l'ascendant. Et tu dois recouper avec le nombre d'enfants. Parce que ça aussi, ça joue. Hein. Tu as un enfant, 2 enfants. Tu n'as pas d'enfant, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ton collaborateur, il ne fonctionne pas pareil. Un célibataire, il n'a pas les mêmes préoccupations qu'un père de famille de 4 enfants. À partir de maintenant, je pense que la valeur des diplômes va prendre un grand coup dans l'aile. Grand. C'est vrai que les femmes réussissent maintenant leur période Ouais. de plus en plus. Parce qu'en fait, on va s'intéresser non plus au diplôme, mais à ton expérience de vie. Et ton expérience de vie, c'est ça en fait partie. Ouais. Et pour ça, ça commence déjà et je pense que ça va être assez violent. Vraiment. Complètement d'accord. Et je dirais même c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as des gens aujourd'hui, tu vas avoir 10, 15, 20 ans d'expérience et tu vas commencer par donner ton parcours avec ton diplôme. Ton diplôme, il a 20 ans, il ne vaut plus rien ton diplôme. Déjà, il vaut plus grand-chose par rapport à ce que tu as appris il y a 20 ans. Et ton expérience de vie, elle s'est certainement bien détachée, bien éloignée de ça. Donc, c'est quoi la valeur? Ça va te permettre d'accéder plus vite à certains postes, mais de l'autre côté, je pense que ça te freine ensuite dans ton développement. Parce que tu peux avoir 5 ans, 10 ans d'expérience, tu as des entreprises, on va dire, ah ben non, nous on embauche Bac plus 6, vous n'êtes pas Bac plus 6. Attends, j'ai 10 ans d'expérience. Donc je pense que ça va changer. Des Bac plus 6, je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des filières courtes, qui veulent... des éternels étudiants, je crois que ça a toujours existé. Tant que j'ai pas mon diplôme, je suis pas vraiment adulte. Ça joue aussi. De fait, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il n'y aura pas une fracture qui va apparaître entre pas d'études
Parce que de plus en plus, la demande étant là, et moi je le défends encore une fois beaucoup, quelqu'un qui est motivé, qui n'a pas de diplôme et qui va commencer par faire de l'accueil, par des choses basiques qu'on va lui apprendre, on est bien content de l'avoir. Et de l'autre côté, l'autre extrême, avec des gens qui commenceront pas en dessous de bac+4 avec un minimum de postes et très peu d'expérience d'ailleurs. Et est-ce qu'on va pas avoir une fracture entre les deux? Je sais pas. Il n'y a pas si longtemps, tu avais un métier à vie et dans la même entreprise. Ensuite, tu avais un métier à vie dans différentes entreprises, pas trop, parce que dès que tu avais trop de changements, ça cachait quelque chose. Et aujourd'hui, tu peux avoir différents métiers, en effet, avoir 3 à 4 métiers dans ta vie. Et je dirais même l'inverse. Avant, il y avait je ne vais pas dire un respect, mais une admiration. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es dans la boîte. Oh, bravo, chapeau, hein, impressionnant. Et c'était bien vu. Aujourd'hui, tu es trop longtemps dans une boîte, on dit mais quand est-ce que tu bouges? Quand est-ce que tu vas voir ailleurs? T'enfermes pas. Donc ouais, ça joue beaucoup. Parce qu'à un moment, c'est les autres qui vont, même si toi tu es bien, c'est les autres qui à un moment vont te pousser à aller voir ailleurs. Même si tu es bien. Donc ça aussi, hein, aujourd'hui, nouveau manager, je dois me préparer en permanence à me séparer de collaborateurs. Si tout va bien, vos collaborateurs doivent changer régulièrement. Parce que vous avez fait votre boulot et la société les fait bouger. Si vous essayez de les garder, il y aura changement, mais par rupture, pas par choix. Et vous allez subir les changements au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est une vraie évolution qui se passe en ce moment. T'as beau passer 6 mois à découvrir quelqu'un, c'est le jour où tu t'installes avec que tu la découvres vraiment. Il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de certitude, et c'est jamais définitif. Je trouve quelqu'un, c'est une pépite, c'est génial, etc. Je vous l'avais raconté la dernière fois, et puis tout d'un coup, il se met en couple, et ça change tout. Parce que l'autre lui fait remarquer qu'il passe trop de temps au travail, ce serait bien qu'il rentre plus tôt, qu'il ne s'occupe pas assez d'elle, machin. Et ton collaborateur, c'est plus le même. Il y a un enfant qui rentre dans le système. C'est normal, naturel. Donc il faut faire preuve d'adaptation. Encore une fois, c'est un peu toute la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'on est résistant au changement, nous et les autres, et que la clé, elle passe par l'évolution permanente. Je vous rappelle l'évolution par rapport à la révolution. L'évolution, les rustines, la rupture. Hein, voilà, ouais, c'est ça. Donc, évolution, si on fait des évolutions permanentes, si on recadre, si on s'adapte, si on tient compte de tout ce qu'on vient de dire là, normalement, on ne doit pas arriver à la rupture. Et si on n'arrive pas à la rupture, il n'y a pas de révolution, on ne vient pas à la case départ, on ne perd pas des gens, on ne perd pas de l'énergie, on ne perd pas des neurones et des cheveux. C'est parce que c'est l'évolution permanente. Et cette évolution permanente, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est comment on prend du recul en permanence sur le quotidien. Pas simplement quand il y a un clash, quand il y a un moment tendu, quand il y a une opposition. Mais le quotidien. Et c'est peut-être ça le plus dur. Prendre de la hauteur sur le quotidien, si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas. Et ça fait partie de votre job de manager. Et le terme que je voulais tout à l'heure, en rapport avec ce qu'on est en train de dire là, c'est le terme de maturité. Je donne moins en moins d'importance à l'âge. Vous avez des gens de 20 ans qui sont géniaux, puis il y a des gens de 35, 40 ans, ils n'ont toujours pas compris. C'est pas l'âge qui compte. C'est pas le sexe, c'est pas les diplômes, c'est la maturité. Ce terme de maturité, moi je suis en train de travailler dessus, c'est mon travail, et je compte faire un test. Euh, euh, je compte faire un test pour estimer la maturité des gens. C'est très borderline, hein, mais je compte le faire parce que je pense que c'est un vrai sujet pour les managers, et je pense qu'il y a des jobs qui ne devraient pas être donnés en dessous d'un certain seuil de maturité, et d'autres au contraire, quand la personne a dépassé ce seuil de maturité, il faut prévoir une évolution, vous allez le perdre sinon. Et cette maturité, cette notion de maturité qui est plutôt évidente dès que j'en parle, on ne sait pas la mesurer. Et en même temps, comme je viens de vous dire, et c'est évident pour vous, si on n'en tient pas compte, on va avoir un problème. On va donner des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas assez mature, on va avoir des problèmes. Et on ne va pas suivre la maturité de quelqu'un ou l'accompagner. T'as un alternant, il est top, quand il va prendre des fonctions, il pourrait tout de suite avoir des fonctions intéressantes, il faut en profiter. On va dire non, il faut qu'il suive les étapes comme les autres. Tu vas le frustrer, tu vas le casser. Et le jour où tu te dis, bon, maintenant on va le lâcher, il te dit, j'ai plus envie en fait. Ou il est déjà parti entre temps. La maturité, c'est un terme que vous devriez noter quelque part pour le garder en tête. La maturité, estimez la maturité de vos collaborateurs et de vos collègues et tenez compte de cette maturité. Rien que de le fait d'en parler, de le poser, vous allez vous dire, ouais, en fait, il est peut-être pas à la hauteur. Il n'y a rien de mal là-dedans, je ne juge pas les gens.
c'est d'être le plus factuel possible pour vous rendre compte que si vous demandez quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, soyez bien conscient que vous allez le rendre triste et malheureux. Ah mais je pensais je voulais donner sa chance. Bah, si vous donnez sa chance à quelqu'un qui n'est pas préparé pour ça, vous allez le rendre triste et malheureux. Vous allez lui mettre de la pression, il n'aura pas les résultats qu'il veut, il n'aura pas les retours positifs, ça va le frustrer. J'ai un collaborateur qui vient de démarrer, qu'il soit ancien, qu'il soit nouveau. C'est un nouveau, il n'aura pas beaucoup de responsabilités. C'est un ancien, bien sûr, je vais lui donner plus de responsabilités, mais il vient d'arriver. Quelque part, le droit à l'essai, le droit à l'erreur, il est beaucoup plus facile quand la personne vient de commencer. Et plus vite il va le faire, je ne lui ai pas donné toutes les clés, je ne lui ai pas donné tous les éléments. Donc, il va avoir moins de responsabilités et ça aura moins de conséquences et moins d'impact. Et de fait, je vais pouvoir avoir toute une discussion pour l'amener à se rendre compte, à prendre conscience. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à faire l'inverse. On a plutôt tendance à dire, on va y aller doucement, je le sécurise, j'évite qu'il trébuche, etc. Je le mets en confiance, et quand il se prend les pieds dans le tapis, c'est plus tard, avec des conséquences où je dis, bah non, je peux pas le laisser faire, parce que ça va avoir des répercussions pour l'équipe. Arrêtez de surprotéger les gens. J'insiste, je prends beaucoup d'exemples avec les enfants, mais vous travaillez avec des adultes professionnels. Les enfants, c'est pour schématiser, pour comprendre, mais derrière, on a des adultes. Plus vite vous les amenez à prendre leurs responsabilités, plus vite vous aurez des gens responsables. Plus vous les déresponsabilisez en faisant tout avec eux, pour eux, en les protégeant, en évitant, en rattrapant par les bretelles, etc., moins vous leur donnez envie de prendre des responsabilités. Et le jour où vous leur dites maintenant, assume, prends tes responsabilités, il a plein de raisons pour vous dire non. Parce qu'il est mort de trouille, parce qu'il sait pas faire, parce que plein de choses. Donc faites-le le plus tôt possible. Ce qui revient de ce que tu dis là, c'est le plus tôt possible pousser les gens à l'échec. L'échec n'a d'intérêt que parce qu'on apprend quelque chose derrière. D'accord? Je dis ça parce qu'il y a un peu cette culture de l'échec, c'est tellement bien que limite, il faudrait qu'on se plante tous les jours. Non, non. Si on doit avoir un échec, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est un échec. Un échec n'est pas une réussite. Un échec est une étape vers la réussite, je le crois. Toutes les success stories que j'ai étudiées, toutes, sont des successions d'échecs. Vous pouvez regarder toutes les grandes histoires. Je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui a réussi tout de A à Z du premier coup. Il y a généralement des ratés, des échecs, des trucs qu'on a plantés. Des gens qui sont passés à 2 doigts de la sanction fatale, il y en a plein, et ça fait des super success stories, derrière ils ont rebondi, etc. etc. Puis il y a ceux qui n'ont pas rebondi qui sont morts, mais ça, c'est encore autre chose. Mais les success stories sont des successions d'échecs avec des gens qui ont appris quelque chose et qui un jour ont dit, bon maintenant, tout ce qu'on a appris, on le met en pratique et on va réussir grâce à ça. Donc il faut rater, il faut se planter. Mais on doit quand même éviter l'échec. Je ne vais pas pousser les gens à se rater. Je dis juste que je dois laisser parfois les gens se rater. On apprend plus. Alors, il y a une croyance qui dit qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès. C'est discutable. Je pense qu'on est plus conscient quand on a un échec. Mais on est plus en confiance quand on a un succès. Ouais. Et c'est le podcast que j'écoutais, et je donnerai, qui rappelle un truc qui est très simple. Un enfant qui a une mauvaise note et qui a l'habitude d'avoir des mauvaises notes, et ma femme prof me l'a confirmé il y a pas longtemps aussi, généralement, c'est ceux qui posent le moins de questions après. Ah, j'ai eu 5, quoi. Point. Pourtant, ils sont dans l'échec, ils devraient grandir. C'est eux qui devraient poser des questions. Non. Ceux qui, par contre, ont 14, 15, 16, c'est eux qui vont voir le prof à la fin pour dire pourquoi j'ai eu 15 et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que j'ai 16 ou 17. Donc, il y a une vérité, c'est que l'échec pousse probablement à la réflexion, mais s'il y a une succession d'échecs, bah, ça pousse à rien du tout, quoi. Ça pousse à baisser, à lâcher l'affaire. Et là aussi, le rôle du manager est important. Un enfant qui rentre avec que des mauvaises notes, si les parents ne le remettent pas en selle, ben, le gamin il va dire de toute façon je suis nul en maths, je suis nul en maths, puis c'est tout, voilà, point. Les parents vont dire oui, on sait que tu es nul en maths. Et ça s'appelle l'incompétence acquise, ça a été démontré. L'incompétence acquise, on a fait le test avec des enfants à qui on a dit t'es nul en maths, qu'on a passé dans un PET scan pour voir le fonctionnement du cerveau. Quand on leur présente un exercice de maths, il y a une zone frontale qui s'active pour désactiver la zone des maths. C'est-à-dire que le cerveau dit n'essaye même pas. Vous savez, parfois sur certains sujets, on vous pose une question et ça tourne en boucle, vous paniquez, vous ne trouvez pas de réponse, il n'y a rien qui vient. Ben ça, c'est quand votre cerveau il a dit je ne sais pas, je ne tente pas. C'est l'incompétence acquise.
Et on peut pousser des gens à croire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne sont pas compétents, et ils en font une vérité. Donc, l'échec, parfois, est nécessaire pour amener l'autre à dire, bon, bah, écoute, vas-y. Tu veux faire comme ça? Vas-y, fais-le. Le côté directif n'a pas marché, la personne en fait qu'à sa tête, je suis en conflit. Vas-y. L'enfant vient en disant, je voudrais faire une soirée avec mes copains, je voudrais m'acheter une moto. La première réflexion, c'est non, ah non, tu vas pas t'acheter une moto. Pourquoi tu veux t'acheter une moto? Comment tu fais pour t'acheter une moto? Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est pas le moment, c'est pas prêt, ou qu'il arrive à te convaincre. Pourquoi on commence par dire non, à votre avis? Pourquoi quand l'enfant il vient avec quelque chose d'un peu surprenant, on commence par dire non? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Combien de fois vos parents vous ont dit oui du premier coup? On est manager comme on a été managé. Vous êtes quelque part le reflet de l'éducation de vos parents. Tout simplement. C'est exactement la même chose. Et on a d'abord le réflexe, et après, il y a le conjoint qui vient et dit, mais pourquoi t'as dit non? Parce que c'est n'importe quoi. Et voilà, pourquoi? Et là, ah, peut-être que, ouais, peut-être. Parce que quelqu'un vous a aidé à prendre de la hauteur et du recul. Le premier réflexe, c'est de faire ce qu'on fait par habitude. La prise de hauteur, c'est pas que dans le travail. Le management, c'est pas que dans le travail. Si vous voulez que les choses changent, qu'est-ce que vous changez chez vous d'abord? Rappelez-vous les plateaux d'équilibre. Les choses sont équilibrées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont équilibrées, elles sont à l'arrêt, elles ont trouvé un équilibre. Est-ce que cet équilibre, il est bon? Pour l'un, peut-être plus que pour l'autre. Qu'est-ce que je change dans mon plateau? Parce que c'est la seule chose, je ne peux pas atteindre le plateau de l'autre. Combien de fois on dit j'aimerais bien qu'il m'appelle pour s'excuser? J'aimerais bien qu'il m'appelle pour s'excuser. Ce serait un minimum. Ok, tu vas faire quoi pour ça? Bah rien, j'attends. Et ben voilà. Oui, je sais, c'est pas la première fois et à chaque fois il me fait le coup, il s'excuse pas. Tu lui as dit? Bah non, c'est pas à moi de lui dire. Bah on reste comme ça. Voilà, touchons à rien. Le jour où tu dis non, attends, je vais l'appeler, je vais l'engueuler pour dire que le minimum serait qu'il s'excuse, au moins qu'il le sache. Et là vous dites bah oui, mais je pensais pas que ça t'avait touché. Ah bah oui, bah oui. Et là j'ai changé un truc qui va déplacer les plateaux et qui fait avancer les choses. Évident. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez changer qui va faire évoluer votre monde. Quand les gens disent les planètes s'alignent, l'univers m'a entendu, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. Mais je sais juste que toutes les démarches, elles commencent par ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu demandes. Action-réaction. Action-réaction, basique. Donc c'est ce que vous allez changer, ce que vous allez dire. Et si vous ne le faites pas, ben vous allez petit à petit subir ce que les autres vous disent, font et changent. Et vous allez évoluer non pas parce que vous voulez les choses, mais parce que les choses s'imposent à vous. Parfois, ça peut être très très bien. Parfois, ça peut être super. Puis parfois, vous pouvez arriver la veille de votre mort à dire ma vie elle était nulle, j'ai pas fait ce que je voulais. Ton choix. J'ai fait une intervention avec des responsables d'entreprise la semaine dernière sur l'entretien annuel. Et ils me disaient, et ils me disaient tous, l'entretien annuel c'est fatigant. On essaie de le faire court parce que c'est épuisant. Et puis j'essaie d'en faire 2, 3 dans la journée pour me débarrasser de tout. Je dis surtout pas. Ah, c'est 1h30, 2 heures, et t'en fais un par. Moi, je conseille d'en faire 3 par semaine. Bah, 3 par semaine, parce que si tu le fais bien, tu es concentré, tu fais gaffe à tout ce que tu dis, à ce que l'autre dit, à la manière dont il le dit. Euh, quand- Ça, c'est mon expérience. Mais quand je fais des coachings, quand je fais des audits, à la question comment tu vas, moi, j'ai déjà plein d'infos. Et je sais comment faire la suite de l'entretien. Quand la personne te dit ouais, ça va. Ah, c'est bon, tu m'as pas dit oui. Tu m'as dit ouais, ça va. Et on va creuser. Mais ça veut dire que tu fais attention à tout. Et si tu fais attention à tout, c'est épuisant. La première fois que tu as conduit tout seul. Oui, qu'on avait droit. Évidemment qu'on avait droit. La première fois que tu conduis tout seul, la première fois que tu conduis tout seul, tu as ton permis. Non, non. La première fois que tu conduis, tu as ton permis et papa ou maman est à côté. Et tu fais attention à tout. Ouais, généralement, au bout de 40 minutes, t'es rincé. T'es content, t'as pu emmener papa et maman faire les courses et t'es bien content une fois sur le parking. Non, non, mais c'est vous qui rentrez, c'est bon, je suis. Oui, parce que t'étais ultra concentré. Pas paradoxalement. Je t'emmène à la salle de sport,
Tu fais un exercice tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, tu n'as plus de courbature. Je te fais changer la position des pieds, tu as de nouvelles courbatures. Tu as fait quelque chose de différent. Tu as fait quelque chose de différent. Il s'agit de pas grand-chose. Parce que comme tu l'as dit, tu n'es pas dans une écoute, tu voulais aller sur un sujet, tu voulais piloter. Quand tu faisais tes entretiens d'embauche, Ah si, je les pilote aussi quand même. mais oui, mais beaucoup plus spectateur. En fait, il n'y a pas de vérité. Tout ce que tu veux, c'est ce que l'autre va te dire. Donc tu cherches de l'info. Ouais, encore une fois, je vous disais, hein, le jour où on fait les choses sans trac, sans appréhension, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien. Et ça montre que tu es capable de prendre de l'auteur. J'aime bien ce que tu as dit, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui vous auraient dit, bah non, un entretien, c'est un entretien, point. Bah, dans ce cas-là, ils n'ont pas compris. Les entretiens, ils n'ont pas compris l'intérêt de l'autre. Toi, tu dis, en fonction des types d'entretien, je peux avoir une fatigue différente. Ça montre que tu te mets dans des états différents par rapport aux attentes, etc. Et vraiment bien, bravo. C'est que tu as pris de la hauteur sur le sujet et que tu lui donnes cette précision-là et que tu cherches des choses particulières, que tu l'as préparé différemment. Il y en a d'autres qui vont pas s'embêter là-dessus. Un entretien, c'est un entretien. D'ailleurs, j'ai fait tellement d'entretiens que je prépare plus. Bah, si tu prépares plus l'entretien, je peux t'assurer que tu écoutes moins bien l'autre. Donc, pour répondre à ta question, comment faire, il y a deux choses. Il y a un, justement, préparer. Si tu ne prépares pas, tu ne vas pas faire quelque chose de nouveau. Tu vas faire ce que tu fais d'habitude. C'est automatique. Si vous ne préparez pas, vous ne faites pas quelque chose de nouveau, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et la deuxième chose, le faire le plus souvent possible. Et ça, pareil, très très souvent, on évite les situations nouvelles, on évite les situations désagréables, on évite de sortir sa zone de confort. Mais c'est en allant dans ces situations-là qu'on repousse la zone de confort. Le meilleur moyen d'agrandir sa zone de confort, c'est d'aller tout le temps chercher au-delà de la zone de confort, parce qu'elle va rentrer dans ta zone de confort. À l'inverse, moins tu cherches à sortir de ta zone de confort, plus tu la rétrécis, ta zone de confort. Tu t'enfermes dans ce que tu sais faire, tu fais de moins en moins, tu fais que ce que tu aimes, que ce que tu sais, et de fait, tu te scléroses et tu t'empêches de sortir. Alors, j'ai pas de vérité par rapport à ça, je crois, par rapport aux vidéos que tu n'as pas vues, mais je crois que c'est lié aux valeurs qu'on nous a données. Je prends vos deux exemples. Si, par rapport à mes parents ou par rapport à mes premiers managers, mon premier manager, c'est quelqu'un qui ne m'écoute pas, qui a son point de vue, et un jour, il a fallu que je lui tienne tête, et qu'en lui tenant tête, j'ai eu un sourire derrière qui me dit « T'as raison », et limite, il m'a dit « C'était bien ton attitude », il m'a encouragé. Il vient de me débloquer dans la tête que si je tiens tête, je prends de la valeur. Et peut-être à l'inverse, j'ai des gens qui ont été super valorisants en disant, que j'ai entendu dire « Ah ben toi, c'est un vrai plaisir parce que quand on te parle, t'écoutes et tu enregistres et c'est un vrai plaisir de te parler. » Et tu rentres dans une position où tu ne prends pas position, mais tu écoutes. C'est deux valeurs qui sont données différentes. Et si ces valeurs, ben, on te les donne à un certain moment de ta vie, que ça t'impacte suffisamment et que tu finis par le programmer dans ton cerveau, ben, ça fait ce que tu es. Et ça, ben, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, et je te renverrai sur les vidéos. Tu as des gens qui vont aligner leurs valeurs et qui vont renforcer tes valeurs, puis tu en as d'autres qui vont venir s'opposer, qui vont te donner une autre valeur, et tu vas petit à petit te faire à ton caractère et tes valeurs par rapport à ça. C'est le regard des autres qui nous forme, forme, j'ai pas mieux, mais qui nous donne notre forme, qui nous donne notre caractère. Et après, ça évolue tout le long de notre vie. Mais les principes de base, c'est quand même beaucoup les parents. Et tu as des parents qui écoutent, tu as des parents qui n'écoutent pas, tu as des parents où tu lèves la main et on te donne la parole et on t'a toute ton attention, puis tu en as d'autres, si tu ne débarques pas dans la cuisine avec une casserole et puis une assiette, une cuillère en bois, on t'écoutera pas. Bon, bah, ça te fait deux schémas totalement différents derrière. Pour moi, c'est la base, ils ne reçoivent pas la même éducation. Le premier enfant forme les parents à l'éducation. Oui, mais les valeurs sont les mêmes. Le premier enfant arrive et ce premier enfant fait que le couple, par exemple, hein, vit sa première épreuve de couple. Parce que le fait qu'il pleure, il y en a un qui veut y aller, l'autre pas y aller, et c'est la première fois que le couple s'engueule. Bah, le couple ne sera plus le même après le premier enfant qu'avant le premier enfant. Et la relation avec l'enfant et l'inquiétude de l'arrivée du deuxième enfant va faire que le couple va être différent. Et ben, ce couple, il va avoir une éducation et une position différente sur leur relation à l'enfant. Et ben, le deuxième, il va avoir un impact, enfin une relation avec eux différente du premier. C'est là où je disais, et c'est un bon exemple, c'est tellement fin. Tous les exemples que je vous donne, vous l'avez dit, c'est très juste, je schématise un maximum, parce qu'après, c'est extrêmement fin derrière. Tout va jouer, tout va rentrer en compte.
Tu as ton premier enfant, vous avez tous le cas des parents qui vont venir vous donner des avis tout le temps. Comme vos parents sont des gens qui font partie des tiers privilégiés, des gens qui ont un impact, que tu le veuilles ou non, quand ils te disent un truc, ça rentre. Ou tu te mets en position, mais complètement. Et ça dépend de la relation que tu as eue avec eux. Mais de fait, le premier enfant va te faire grandir de lui-même, parce qu'on va s'occuper d'un enfant différemment, de la relation avec les autres te regardent autrement. Avant, tu étais un célibataire. 6 mois, enfin 9 mois plus tard, tu es un père de famille. Le regard des autres, il a changé. Et il est possible que ton programme et ta manière d'être ait évolué. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas connu la peur avant ma fille. Aujourd'hui, il y a des trucs que je n'ai pas envie de faire. J'avais des motos. J'avais des motos. Depuis que j'ai ma fille, j'aurais plus de moto. Il y a un risque que je pouvais prendre seul que je peux plus prendre maintenant. Donc, on évolue en permanence, en fait. Et il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. Tous ceux qu'on peut facilement voir, les traumatismes dont on parlait ou autres, et puis il y a tous ceux qu'on ne voit pas. Je suis fan de moto, je rends ma moto, et puis je dis c'est la dernière. Et puis là, ma femme, avec un vrai regard d'amour, me dit oh, si tu savais comme ça me soulage, j'ai jamais osé te le dire avant, mais vraiment, je suis rassuré que tu n'aies plus de moto, etc. Peut-être que je prendrai plus de moto à ce moment-là, mais pas à cause de ma fille, à cause de ma femme. Le regard peut être très impactant. Une phrase, un mot peut vous marquer. Vous avez peut-être croisé des gens une fois, que ce soit une conférence, un manager qui vous a dit une phrase qui vous est restée, et c'est la phrase qui est devenue votre leitmotiv, c'est une phrase. Dans un livre, vous pouvez tomber sur une citation qui va devenir votre référentiel et qui va vous faire évoluer. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la vérité, il faut chercher à comprendre. Pourquoi quelqu'un dit « cette phrase-là, elle me parle, cette phrase, elle m'a façonné ». Vas-y, raconte-moi. Parce que c'est en me racontant que j'aurai tous les éléments autour. La phrase, je ne peux pas la comprendre. Elle a résonné chez lui parce qu'il y a tous les trucs autour. Si moi, cette phrase, je dis « ok, maintenant j'ai compris qu'il fonctionne avec cette phrase-là, il y a des chances qu'elle résonne chez vous différemment que chez lui. » Donc si vous en faites l'interprétation, vous allez passer à côté. Voilà, c'est là toute la finesse. C'est marrant parce que c'est toute l'opposition avec ce que je vous disais au début, où en effet les vidéos, je fais des trucs très schématiques, très simples, pour vous donner la première marche pour aller chercher le reste. L'intérêt ensuite, c'est d'aller creuser, creuser, creuser. Plus vous allez questionner les gens, plus vous allez vous intéresser à eux, plus vous allez découvrir pourquoi ils font les choses, plus vous allez affiner votre sens justement de la compréhension de l'autre. L'inverse, prendre un bouquin, prendre une grande généralité, mettre les gens en 3-4 catégories, c'est tout l'opposé de ce que je propose. Comprenez la mécanique et ensuite allez creuser, 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 tester vos recettes, chercher, essayez des choses. Et puis, plus vous en ferez, plus ce sera facile et plus vous allez apprendre. Mais c'est très fin, c'est très fin. Parfois, c'est vraiment à pas grand-chose.